via lui-même sur le bilan radiatif. Voilà. Le N2O, à peu près de la même manière, joue un rôle juste par sa présence, son accumulation dans l'atmosphère. Pour les NOx, comme je vous l'ai dit, c'est un peu plus compliqué. En fait, les NOx vont avoir pour finalité, enfin en tout cas pour impact, d'augmenter les concentrations d'ozone, qui est un gaz à effet de serre. Et donc là, on voit le réchauffement induit par l'augmentation des concentrations d'ozone liées aux émissions et à l'augmentation des émissions de NOx. Et en contrepartie, on voit, ce que je vous ai mentionné tout à l'heure, le refroidissement qui est associé, au fait que les NOx vont induire une diminution des concentrations de méthane en favorisant les conditions d'oxydation de ce CH4. Donc on voit l'effet refroidissant associé à une diminution des concentrations de méthane induites par les émissions de NOx. Vous me suivez tous encore. Alors pour terminer, voilà, là c'est un peu un panorama assez azote centré sur l'impact de l'azote sur le climat, en montrant malgré tout l'effet qu'ont pu avoir directement ces composés-là, ou indirectement sur le système climatique, en favorisant ou en réduisant la présence de certains composés dans l'atmosphère. Donc voilà, déjà un peu une certaine complexité du système climatique qui est important, à mon avis, à avoir en tête. Alors, je vais terminer, pour aller un pas en plus en avant, mais pour montrer d'autres interactions et l'impact de l'azote sur d'autres cycles que le cycle de l'azote lui-même. Donc, on avait commencé avec l'augmentation des applications d'engrais. Ici, vous avez en téragrammes d'azote par an, les quantités d'azote qui sont appliquées sur les écosystèmes anthropisés. On arrive aujourd'hui à 120 téragrammes d'azote qui sont appliqués sur l'ensemble des surfaces cultivées. Comme on l'a dit, cet azote-là ne se retrouve pas seulement dans les produits de culture, mais va se disperser dans tous les compartiments de la biosphère. De ce fait-là, il y a des émissions, notamment des émissions d'ammoniac et de nitrate qui vont se faire, et donc une amplification en fait, de ces flux-là, notamment une amplification des flux de dépôt atmosphérique d'azote, donc de forme ammonitrate, sur les écosystèmes cultivés, mais pas que, les écosystèmes naturels aussi. Donc cette augmentation des dépôts qu'on voit ici, qui est quand même vraiment conséquente, on estime que les dépôts sur les écosystèmes terrestres, tout écosystème confondu, étaient de l'ordre de 20 téragrammes d'azote par hectare, 20 téragrammes d'azote à l'échelle globale par an en 1960, et culmine à plus de 60 téragrammes d'azote par an aujourd'hui. Donc vraiment, c'est une forte perturbation de ces dépôts-là, qui ont un impact sur nos écosystèmes. Comme on a dit, les plantes ont besoin de l'azote comme nutriment pour leur développement. C'est vrai pour les écosystèmes cultivés, c'est aussi vrai pour les écosystèmes naturels. Alors là, hop, je vais basculer, pour mieux revenir à l'impact du cycle d'azote, je bascule rapidement sur le cycle du carbone. Des choses que vous maîtrisez sans doute mieux que le cycle de l'azote. Donc pour rappel, ici, vous avez l'évolution au cours de temps sur la partie haute des émissions d'origine anthropique. Alors, vous voyez ici un peu en beige rose les émissions liées à la déforestation, et puis ici les émissions en gris liées à la combustion des énergies fossiles. Les chiffres qu'on maîtrise bien, on arrive à peu près aujourd'hui à 12 gigatonnes de carbone qui sont émises par l'homme dans l'atmosphère. En miroir, dans la partie basse du graphique, vous avez le devenir de ces émissions-là. Alors, évidemment, on sait tous qu'une partie se retrouve dans l'atmosphère, mais en fait, c'est à peu près la moitié qui se retrouve dans l'atmosphère. Ce qui se passe, c'est que la biosphère, aussi bien océanique ici en vert foncé que la surface terrestre, les continents en vert clair, finalement absorbe une bonne partie, une moitié en fait, de ce CO2, avec notamment les surfaces terrestres qui arrivent à absorber à peu près 30% du
CO2 qui est émis par l'homme. Avec également, vous pouvez voir une forte variabilité interannuelle, mais voilà, qui n'est pas l'objet de mon propos ici. Gardez en tête, 30% du CO2 émis par l'homme est capté par les écosystèmes terrestres. Alors, ça, ils ne le font pas. Voilà, il y a des, comment dire, ils ne le font pas automatiquement, c'est pas une règle de 3 qui s'applique à vitam aeternam. Si les écosystèmes répondent de la sorte, c'est qu'en fait, ils sont sensibles aux concentrations de CO2. Les plantes ont besoin du CO2 atmosphérique pour croître, et en l'occurrence, plus il y a de CO2, plus les écosystèmes, plus les végétaux ont la capacité d'assimiler de CO2, et donc de produire de la biomasse. Et donc, pour l'instant, voilà, les écosystèmes répondent de la sorte en captant à peu près 30% des émissions de CO2. Ils pourraient en être différemment à l'avenir, et rien ne nous dit que ces 30%-là se maintiendront pour du temps. On pense même plutôt qu'il y a de bonnes raisons pour que ce pourcentage-là soit amené à diminuer à l'avenir. Mais pour revenir à la période historique récente, ce qu'il faut avoir en tête, c'est ces 30%-là, il faut voir qu'ils sont la résultante au premier ordre de l'augmentation du CO2 atmosphérique. Ils répondent, les écosystèmes terrestres, la végétation répond au signal d'augmentation du CO2 atmosphérique, mais leur réponse est soutenue également par l'augmentation des dépôts qui a été observée liée à la perturbation du cycle de l'azote. Ce que je veux dire, c'est que la perturbation du cycle de l'azote a entretenu cette capacité de puits associée aux écosystèmes terrestres. Et que, de ce fait, il y aurait eu une moindre perturbation du cycle de l'azote, et donc on peut imaginer des dépôts moindres d'azote réactif sous forme d'ammonitrate sur les écosystèmes terrestres, ce puits biosphérique aurait été également plus faible. Et donc, avec nos modèles, on peut estimer un peu si... on peut estimer que si les dépôts d'azote auraient été maintenus à des niveaux pré-industriels, donc à des niveaux bas, vous voyez ici en tireté, l'impact et le différentiel avec le scénario où on fait voir à nos modèles l'évolution observée des dépôts azotés atmosphériques. On voit un différentiel de 25 gigatonnes de carbone sur à peu près les 50-60 dernières années. Donc de l'ordre de 0,5 gigatonnes de carbone par an en différentiel. Alors si ça on le reporte un peu au volume auquel correspondent les 33% d'azote, ça se traduirait par à peu près en fait une réduction de cette capacité du puits qui passerait non plus donc, de 33% des émissions de CO2 émis par l'homme, mais à quelque chose de l'ordre de 26% du puits biosphérique par rapport aux émissions totales d'origine anthropique de CO2. Voilà. Pour vous montrer juste les interactions fortes entre le cycle du carbone et le cycle de l'azote et les interactions entre ces deux cycles. Donc pour conclure, rapidement, c'est fini. Voilà, quelques messages, donc conclusion en forme de résumé. Une très forte perturbation d'origine anthropique du cycle de l'azote sur les 100 dernières années, plus 100% d'augmentation de création d'azote réactif pour l'époque actuelle, par rapport à l'ère pré-industrielle. Des émissions de multiples composés azotés, N2O, NOx, ammoniac, qui ont des impacts différents, directs et indirects sur le climat, et des interactions entre le cycle du carbone et de l'azote, puisque là, ce que je vous ai montré, c'est que le cycle de l'azote a aussi un impact, au final, sur le cycle du carbone.